Alors, je ne suis pas ludologue ou spécialiste, hein, je suis discursiviste. Donc, c'est difficile pour moi de parler vraiment de la question de la narration, hein, je ne suis pas littéraire non plus. Moi, je parle de jeux en mis en cran et puis en allant derrière vers des concepts. Hein. Je vais donc parler de phénomènes discursifs, hein, comment le discours s'articule dans le jeu vidéo, dans ce bien expérimentiel. Alors, je vais juste, pour parler de la personne qui joue, je vais passer à des féminins automatiques. Hein, donc voilà, c'est comme si je disais le joueur, sauf que je vais dire la joueuse tout le temps. Hein. Et je vais parler surtout de jeux vidéo dans lesquels on a des thèmes assez sensibles, avec des traitements surtout un peu particuliers. La narration non fiable, on a déjà vu, c'est un vieux phénomène. Parce que dans certains jeux vidéo, on transforme la fiction, et on transforme la façon surtout de jouer, hein, le gameplay, etc., grâce à des narrations que j'appelle non linéaires. C'est-à-dire en palimpseste, verticalité pour moi, là sur cette explication, ça veut dire plus lire de haut en bas, mais vraiment les couches superposées les unes sur les autres, dans la rejouabilité ou non d'ailleurs. Hein. Le corpus que j'utilise est un corpus de jeux américains, hein, je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Hein. Ce sont des jeux plutôt couloirs, hein, c'est-à-dire des walking simulators, des jeux où on ne peut pas vraiment faire autre chose que ce qui nous est demandé. Il n'y a pas de question de performance physique, c'est vraiment la narration qui prime. Vous le savez, hein, Edith Finch, que Tony a cité le premier jour, c'est un jeu où une jeune femme retrouve la maison familiale pour comprendre d'où elle vient, en gros. Hein. On a à peu près 1 million de copies vendues. Doki Doki, c'est un jeu gratuit, lui, qui est sorti la même année, en 2017, pour lequel il y a à peu près 2 millions de téléchargements, énormément de prix, hein, où vous jouez une coquille vide qui doit tomber amoureux d'une des 3 jeunes femmes du club de littérature. Bon, voilà, ces 2 jeux ont bien sûr eu un succès d'estime et un succès sanctionné par des prix, hein, que je ne vais pas dérouler ici. Dans cette communication, donc en m'appuyant sur ces 2 exemples, je vais parler des transgressions, des subversions. Comment est-ce que le 4e mur bouge et comment est-ce qu'on peut le faire bouger quand on est soit joueuse, soit créateur, enfin dans la création du jeu. Ensuite, je vais vous parler de l'emboîtement des récits. Hein. Comment en fait ces récits non linéaires sont organisés les uns par rapport aux autres. D'autant plus que j'aime beaucoup parler des jeux d'horreur en fait, et les jeux indépendants. Les jeux d'horreur développent des caractéristiques un peu proches, hein, transgressives de la même façon. Hein. I'm Scared en 2012 était un jeu où le personnage principal vous demandait de désinstaller le jeu, où en fait il n'était pas que contenu dans la surface du jeu, hein, dans le programme lui-même, mais où il installait des petites applettes ensuite sur votre ordinateur pour que vous puissiez pas le fermer et que, en ayant fermé le jeu, en fait, le jeu continue. Sad Satan, c'est un exemple de jeu très indépendant qui a une existence très sulfureuse, hein. C'est un couloir aussi dans lequel, dans ses incarnations les pires, vous trouviez des photos de cadavres mutilés et de pédopornographie. Hein. C'est-à-dire, le jeu était designé pour se sentir mal. La musique n'allait pas. Il y avait vraiment des ondes, enfin des effets binauraux assez problématiques, des photographies, des jumpscares, des virus. Enfin bref, voilà. Le jeu d'horreur indépendant, c'est un vrai laboratoire de la narration. De quel type de narration on veut faire et de quel type de décloisonnement en plus on veut faire. Le jeu hors jeu, c'est un ressort qui est extrêmement important et le jeu hors jeu, c'est-à-dire sortir et en fait être toujours dedans, c'est ce qu'on trouve avec les fausses manipulations de désinstallation du jeu, les faux glitches aussi, les choses qu'on vous dit dans Pony Island par exemple aussi, pour que vous restiez dans la fenêtre du jeu et que vous gardiez les yeux sur un personnage, choses comme ça. Hein. Il y a des espèces de présupposés de rage quitter égale sortir de la surface du jeu et c'est bon, c'est fini pour moi. Ça n'existe plus en fait dans ces jeux vidéo-ci. Les murs narratifs, ils sont extrêmement décloisonnés et dans Doki Doki, on vous le dit clairement. Hein. I didn't want to break the fourth wall, I guess you could call it.
Bah si, en fait, évidemment que Monica, dans ce moment-là où vous la voyez là, elle est donc avec le fond grisé comme ça, c'est qu'on n'est pas bien, on n'est pas dans le début du jeu. Hein. Avec ce fond-là, on voit bien qu'elle veut absolument décloisonner le joueur, la personne qu'elle voit devant elle, qui est cette coquille vide qui n'existe pas et qui parle plus d'ailleurs, et puis son existence à elle hors du jeu. Bien sûr, c'est un jeu qui se prolonge dans les fichiers eux-mêmes, dans le nom de la session Windows, hein, vous le savez, à la toute fin, dans ce qu'on appelle le 3e acte. C'est-à-dire quand Monica s'adresse directement à la personne qui joue au jeu, elle va chercher le nom, enfin le jeu vidéo va chercher le nom de l'instance Windows et donc dit tu t'appelles machin, mais en fait tu t'appelles truc, n'est-ce pas? Et certaines personnes n'ayant pas mis leur vrai nom voient ce petit décrochement comme aussi un outil de peur en fait, hein, qui est une des expressions de la peur. On a des narrations qui sont extrêmement importantes et qui font des allers-retours. Alors c'est pas tout à fait du temps cyclique et j'aime beaucoup cette idée qui est pas tout à fait celle qu'on a là, mais on a quand même une cyclicité parce qu'on a des niveaux rajoutés à ce qu'on a déjà eu comme connaissance préliminaire en jeu. On a des horizons d'attente, hein, c'est-à-dire on va jouer à un jeu un peu bonbon, où on va devoir séduire 3 filles, ça rentre dans une tradition de jeu un peu décotée, hein, c'est pas des joueurs de Fortnite qui jouent, enfin bien sûr que si en fait, mais c'est pas jouer à Fortnite que de jouer à un automé qui ressemble à Doki Doki, hein, c'est jouer à Doki Doki qui ressemble à Doki Doki puisque lui-même est un peu unique dans son type de narration. Et vous le voyez, la narration de Doki Doki n'est efficace que parce que on s'ennuie, et clac, soudainement ça tombe, et il y a un suicide, et on se dit, ah bah ouais, en fait, on n'est plus du tout dans le même genre de jeu qu'avant, il y avait des petits indices, mais c'était des indices. De la même façon, hein, dans Whatever Happens, Remains of Edith Finch, donc Edith Finch nous présente un personnage vu en première personne, hein, donc on ne sait pas tout à fait qui joue, enfin qui on joue plutôt, ce qui est une question réelle vers la fin du jeu où en fait on se rend compte que c'est son fils qui revient et qui trouve son carnet, qu'on se rend compte qu'elle est enceinte aussi, ce qu'on voit pas en fait, on peut le voir que quand on se penche, mais personnellement en jouant, je me suis jamais penché pour regarder le ventre de Edith Finch en fait, hein. Donc on a des questions de fiabilité de la narration et de fiabilité de la façon dont elle est racontée. Monica, c'est le seul personnage aussi dans Doki Doki qui ne fait que regarder la joueuse dans les yeux du début à la fin de tous les sprites du jeu aussi, hein. Et ça, on s'en rend compte après, hein, après coup. C'est la raison pour laquelle on a des remplacements. On a des personnages qui phagocytent d'autres dans Doki Doki, hein. Vous le voyez ici avec Monica qui remplace Yuri à l'écran. Donc, quelle est la narration? Quel est le personnage qui parle? Puisqu'on voit toujours le dialogue de Yuri qui s'efface au profit de Monica. On décloisonne également la même chose dans Edith Finch, où vous voyez, là c'est la séquence de Lois, qui est un des personnages, le frère de Edith, un des derniers dont on voit la capsule de mort à la fin du jeu en fait. Et le remplacement est très progressif. Vous voyez, dans le quart en haut à gauche, ce qu'il a dans sa tête, et le reste de l'écran est ce qu'il se passe dans la vraie vie, entre guillemets, pour lui, qui devient de moins en moins la vraie vie, et qui est de plus en plus remplacé à l'écran par ce qu'il est en train de faire, jusqu'à ce qu'on n'ait plus que la vision de son gant, qui est un des éléments qu'on contrôle en fait avec la manette droite, hein, puisque c'est sa main droite qu'on fait bouger. La déréalisation, hein, la folie de Lois, qui déréalise en fait, hein, qui se détache du monde réel, s'accompagne de l'envahissement de l'espace du jeu par son imagination, par la progression aussi qui est demandée à la joueuse dans sa façon de jouer. Si on remplace les choses, eh bien, il y a un moment où parfois les deux sont toujours superposés, comme avec Monica et Yuri, comme avec l'exemple là de Lois. Donc on a des espaces entièrement saturés. Des espaces saturés comme dans Doki Doki, là c'est l'historique de conversation, hein. C'est un espace en et hors jeu en même temps. C'est l'historique de lecture où normalement vous allez vérifier ce qui vient de vous être dit. Et dans certains moments, dans Doki Doki, il y a des glitches où les dialogues arrivent beaucoup trop vite pour que vous les lisiez. Donc vous retournez dans l'historique et en fait on voit la présentation du jeu répétée ad lib en fait, hein. Donc on sature
On joue avec les rythmes de jeu en fait, et c'est ces décrochements-là qui permettent la subversion de ce qui est attendu en fait dans l'espace vidéoludique. L'effacement des personnages, il est donc rendu possible à la fois par leur remplacement, mais aussi par les espaces hors jeu. Vous voyez ici Natsuki.chr, un character évidemment, and Yuri.chr, deleted successfully par Monica, qui fait des fausses commandes avec des raccourcis bidons. C'est évidemment pas l'instance joueuse qui fait quoi que ce soit, c'est pas un commande de debug ou de quoi que ce soit de développeur, hein. C'est un c'est un personnage qui fait de faux effacements qui font en fait partie de ce que je vais appeler le New Game Minus. Ça, c'est l'écran de jeu dans le premier acte, avant de commencer à jouer. Ça, c'est l'écran de jeu du deuxième acte, où le personnage de Sayori est effacé au profit d'une version glitchée de Sayori Monica. Ça, c'est l'écran de jeu du dernier acte, c'est-à-dire seulement 3 personnages. Avancer dans le jeu et le refaire correspond en fait à enlever des personnages parce que c'est ce que la narration demande. Mais en fait, évidemment, avancer dans c'est un faux New Game Minus. C'est en fait aller vers la fin qui est en fait la mauvaise fin ici. Les effacements, alors malheureusement, hein, j'ai pas, il y a un filtre sur les écrans, ça a pas du tout donné quand j'ai fait les captures d'écran, mais il y a un filtre sur le cadavre de Yuri qui se poignarde à un moment donné, bon c'est pas très grave, enfin voilà, si c'est un petit peu, mais bon voilà, c'est le point important, c'est surtout on reste le personnage, la coquille vide, hein, reste 2 jours avec ce cadavre qui dit ça, hein, c'est-à-dire des non-dialogues, et son cadavre devient de plus en plus cadavérique. C'est-à-dire ses yeux se vident de lumière, plus de couleur sur sa peau et le sang derrière elle devient marron. Il y a vraiment énormément alors j'ai pas été les compter, hein, malheureusement, de commandes de dialogue, hein, c'est-à-dire que la joueuse doit cliquer sur espace ou sauvegarder et recharger, sauvegarder, voilà, pour pouvoir voir ces phases de jeu. Donc le passage du temps ici n'est fait que d'une saturation, et encore une fois une saturation de rien, hein, puisque là on a des glitches, hein, on a des caractères à l'écran qui ne veulent rien dire. Je vais pas avoir le temps de parler de la séquence des poèmes. Dans le 3e acte où on n'a que Monica, on ne peut pas écrire de poèmes, hein, on peut pas choisir des mots réels, on choisit Monica et des variations graphiques de Monica. Le passage du temps est un inéluctable dans ces jeux, hein, et le passage narratif est un inéluctable. C'est exactement la même chose dans Edith Finch, en fait, où on sait que les gens sont morts. Et on sait que les gens sont morts en visitant la maison et en allant dans leur chambre et en fait dans leur saint des saints, hein, dans leur intime réel. En fait, on l'extime un peu, si je puis dire, quand on regarde les capsules de mort, hein, qui sont réparties dans le jeu de façon extrêmement importante, hein, qui en fait constituent la plupart de ce qu'on attend comme narrative, comme élément de jeu dans Edith Finch. Il y a énormément de narration, il y a des horizons d'attente personnels en tant que joueur, joueuse de ces jeux. Il y a également des horizons par rapport à ce que Edith ou ce que son fils Christopher en fait attendent de leur expérience. Donc il y a plusieurs publics auxquels on parle, avec plusieurs récits qu'on leur raconte, d'où le problème de ces enchâssements qui font heureusement le sel de cette communication aujourd'hui. Ces enchâssements sont représentés par des objets, hein, parce que heureusement on a des éléments comme ça réels, hein, des stèles, des livres, des supports divers, des comics, des poèmes, des textes enroulés, qu'il faut dérouler, voilà, des petites statues qui correspondent aux histoires avec un S qu'on veut faire passer à la joueuse. On a des palimpsestes discursifs, hein, vous voyez cette dispute ici dans le début du 2e acte de Doki Doki, donc là où on commence vraiment à se dire ok, il y a quelque chose qui coince réellement dans ce jeu. On a une fracture communicationnelle. Yuri donc là s'exprime en disant Natsuki, shut your fucking mouth. Ce qui n'est pas du tout attendu dans un automé de ce genre, de la bouche d'un personnage qui est représenté comme étant extrêmement timide. On voit aussi cette fracture communicationnelle comme représentée physiquement par la façon dont Monica, qui est le personnage voilà le plus, hein, j'ai pas le temps de raconter Doki Doki, dont elle s'impose entre les 2 personnages pour les séparer physiquement. Là, le genre narratif change complètement, hein. Les personnages ne sont plus dans leurs éléments naturels. On a un placement spatial qui est aussi déformé, en fait détourné.
puisque c'est un jeu dans lequel normalement on a surtout c'est un personnage qui s'exprime, qui parle à d'autres et souvent à la coquille vide en fait, et donc qui est central. Là c'est même plus Yuri qui est au milieu et voilà, on a une dispute extrêmement violente dans le second run qui est donc dans le deuxième acte, hein, qui est aussi illustrée par une musique qui s'accélère et qui pose plein de problèmes divers dans la narration. La narration, elle est aussi rendue double, en fait, et cette resaturation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un mécanisme qu'on voit dans Edith Finch extrêmement souvent. On voit là, hop, ici, la main de Christopher qui tient le livre écrit par sa mère, qui est beaucoup moins bien illustré que celui écrit par Eddie. Eddie, c'est l'arrière-grand-mère de Edith Finch, qui s'appelle d'ailleurs comme elle. Et Eddie avait écrit un livre sur l'histoire des Finch, qui était en fait une histoire très parcellaire. Elle a que le temps d'écrire une seule histoire, en l'ayant bien illustrée. Et ben, ces deux livres se répondent l'un à l'autre. Le plâtre répond à la mitaine. Le fait que Edith s'appelle Edith comme Eddie répond évidemment à des questions de passation d'expérience. Hein. Sébastien Janvaux est pas là aujourd'hui malheureusement, mais Edith Finch c'est aussi un jeu expressif où le créateur Ian Dallas parle de la mort de sa mère, qui était la récipiendaire de toutes les histoires familiales. Et donc en fait c'est un jeu qui parle de comment les histoires de sa famille ont été effacées et ont été perdues parce que cette femme est morte. On voit aussi qu'un personnage qui s'appelle Molly, qui est une petite fille qui a une hallucination où elle pense devenir un chat, puis un requin, puis des divers animaux prédateurs comme ça, se retrouve réincarné en quelque sorte dans un chat réel adopté par la famille. Donc on a des éléments comme ça de double, donc une sorte de palimpseste qui n'en est pas vraiment un, qui est une continuation, et donc le double, et l'écriture en couche, permet d'avancer en fait dans le récit. On a également une vie hors jeu de personnages. Doki Doki depuis le début vous dit on est beaucoup plus intelligent que toi, hein, la joueuse, puisque on te dit déjà dès le résumé sur Steam, bonjour, c'est Monica qui te parle. Monica qui est le personnage qui a une crise existentielle et qui se rend compte que c'est un personnage de jeu vidéo, hein, ce qui est extrêmement angoissant et qui provoque tous les trucs horrifiques dont on a conscience après. Monica a aussi un compte Twitter curaté encore par la team Salvato. Hein. Son anniversaire, c'est le 25 septembre, par exemple. Hein. Donc, on connaît des choses comme ça qui sont hors jeu, mais qui nourrissent quand même la narration en jeu de ce personnage. On a en fait une stratégie pour faire parler le personnage qui s'adresse normalement à l'instance joueuse, hein, qui ne devrait pas suivre ce modèle-là, hein, qui ne devrait pas dire « bonjour, c'est Monica », mais qui devrait dire « ce jeu est un jeu de ceci, cela, arriverez-vous à faire ceci, etc. etc. » On a un peu le même mécanisme dans Etoful Boyfriend, où on vous dit « bravo, vous avez été accepté, vous êtes le seul humain à avoir été accepté à la St. Pigeons Institute, etc. » Mais c'est extrêmement rare, en fait. C'est rare, même pour des automés. J'ai été vérifié, peut-être que les spécialistes me diront, mais il me semble pas qu'on s'adresse directement à la joueuse comme ça. Je vais parler également des petits objets symboliques. Il y a énormément d'objets qui jonchent les deux récits dont je parle et qui permettent aussi de faire ces points de jonction entre du passé, du présent ou un état antérieur de la narration vers un état ultérieur. Les livres, alors j'ai pas le temps de parler des poèmes dans Doki Doki, hein, mais les livres, comme les mangas que Natsuki lit ou le livre d'horreur que lit Yuri, sont des moyens de rentrer en contact avec les candidates, enfin les prétendantes putatives en fait. Hein. De la même façon, dans la maison des Finch, qui comme vous le voyez est un assemblage un peu grotesque en fait, hein, de pièces les unes sur les autres, sur les autres, sur les autres. Cette maison, c'est d'ailleurs le miroir d'une maison qui est dans la mer, hein, qui est venue de Suède avec le premier ancêtre des Finch et qui n'a pas pu arriver à quai en fait, hein, qui a été reconstruite. Et donc vous voyez cette maison grotesque avec une tour tout en haut, hein, c'est l'empilement des vies des Finch qui se déroule dedans. Milton Finch, me semble-t-il, est un personnage assez intéressant et un peu pivotal qui fait aussi sortir la narration de l'espace de ce jeu. C'est-à-dire que c'est un petit garçon, c'est le petit frère de Edith, qui a disparu il y a quelques années. Les petits panonceaux pour annoncer le fait qu'il soit porté disparu jonchent absolument partout la maison. Mais on le sait, hein, Big Sparrow, donc le studio qui a développé Edith Finch, l'a confirmé. En fait, Milton Finch, il s'est enfui de ce jeu. Il a ouvert une porte magique qu'il a dessinée lui-même, et c'est le roi
dans le jeu là j'ai mis une capture d'écran, hein, The Unfinished Swan, qui est encore une fois un effet de miroir. Hein. D'ailleurs, le jeu Edith Finch, Finch en anglais ça veut dire bouvreuil. Le studio s'appelle Big Sparrow, donc un gros moineau, hein, et le jeu s'appelle le suivant, enfin le précédent hein, de Edith Finch s'appelle le cygne non fini, hein, le cygne comme bien sûr l'oiseau. Hein. Donc pour reprendre une phrase bien célèbre, notre prince ou notre roi est donc dans un autre château en fait ici. Hein. Les objets symboliques, c'est également des objets qu'on va revoir très souvent dans les chambres. Hein, la façon dont les personnages morts sont présentés, hein, parfois morts depuis plus d'un demi-siècle, comme la chambre de Barbara en haut, parfois morts depuis très peu de temps, comme la chambre de Lewis présentée en bas, montrent réellement leur personnalité avec des codes couleurs. J'aurais pas du tout le temps de rentrer là-dedans, mais pour revenir sur, enfin pour faire écho à la communication de Rémi Kayat, les concepteurs de Edith Finch se sont servis d'une roue des émotions associée à des couleurs qui codent également la façon dont les personnages se comportaient les uns par rapport aux autres, sachant qu'ils mettent Edith au milieu de cette roue, hein, comme si elle était complètement neutre, puisqu'en fait c'est aussi un peu une coquille vide, hein, malheureusement, et les autres sont dynamiques, tristes, introvertis, extravertis, etc., etc. Bon, l'objet symbolique important dans Edith Finch, l'objet de transmission, c'est évidemment l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est aussi un espace hors-jeu, un peu hors-jeu, métadiscursif pour moi en tous les cas. C'est-à-dire que c'est l'écran de démarrage qui montre, quand vous démarrez le jeu, à où vous en êtes dans la narration. Vous pouvez en être juste là, c'est-à-dire juste avoir Edith débloquée, entre guillemets, ou alors vous pouvez en être ici, c'est-à-dire là où Edith a vécu toutes les vies, ou toutes les morts plutôt de ses ancêtres, et donc a pu compléter cet arbre généalogique avec toutes les petites illustrations qu'elle pouvait en faire. Ces personnages sont donc rendus à nouveau vivants dans ce jeu, sont rendus à nouveau vivants par des plaques commémoratives. Edith comme Eddie ne font que réécrire, hein, qu'être les curatrices des histoires familiales. Eddie, c'est le personnage, donc l'arrière-grand-mère, qui a vécu toutes les morts avant, des gens après elle et avant elle d'ailleurs, hein, dont on parle dans ce jeu. C'est aussi la personne qui peint les petites plaques commémoratives que vous voyez, qui jonchent en fait les autels dans chacune des chambres des Finch décédés. Ces plaques sont une façon de rendre hommage à ces morts familiaux dans la maison, sachant que en miroir, il existe un cimetière hors de la maison. Il existe même un cimetière des animaux de la famille, hein, comme si tout devait toujours représenter et réécrire la mort, sachant que dès que quelqu'un est mort, on n'utilise plus sa chambre en gros. Hein. Les jumeaux, par exemple, il y a un couple de jumeaux à un meurt très jeune, et l'autre doit clore la partie de la chambre, et en fait part à la guerre, ne reviendra plus jamais dans cette chambre. Donc c'est Edith qui parle physiquement, hein, dont on entend la voix guidant la joueuse. C'est Eddie qui peint et qui dépeint ces morts-là, et puis ensuite les autres personnages, hein, la mère d'Edith, etc., écrivent des lettres qui sont en fait les illustrations des capsules de mort, y compris la psy. Voilà. Tout ça m'emmène vers une conclusion, vers quelques remarques conclusives, et je crois qu'il était temps... J'en suis désolée. Donc, ces questions de déséquilibre et de narration qui font bouger les limites du quatrième mur, c'est en fait une question de déséquilibre d'agentif. Il me semble que Edith et les autres Finch ne meurent pas parce qu'ils doivent mourir de leur belle mort, etc. Ils meurent parce qu'ils ont une malédiction sur eux qui les poursuit, et donc, inéluctablement, ils vont mourir de mort plutôt violente. Hein. Aucun ne meurt dans son sommeil. Il y a pas mal de suicides, il y a quelques maladies, etc. Donc, Edith et les autres Finch ne dirigent pas la façon dont ils meurent, hein, dont ils vivent et dont ils meurent. De la même façon, Monica dans Doki Doki ne contrôle pas son éveil à la conscience, ou le fait même qu'elle soit amoureuse. C'est la même chose pour Sayori d'ailleurs, qui est son miroir ensuite. La personne qui est la présidente du Literature Club devient fascinée par la joueuse. En fait, c'est toujours la même question. Ces deux personnages essaient de dominer un tant soit peu les choses auxquelles elles sont inéluctablement soumises. Hein, Edith domine un peu la malédiction en découvrant qui ces gens sont. Monica trafique le script du jeu avec plus ou moins de succès pour avoir un peu de contrôle. Et donc, leur manque d'agentivité donne en fait lieu à des jeux où le déséquilibre est partie intégrante de la narration en fait. Hein, vous le voyez aussi dans le personnage de Lewis, le dédoublement de personnalité, hein, la déréalisation,
correspond aussi au fait que la manette est utilisée de façon schizophrène, hein, dans le sens pas du tout psychiatrique de la chose. C'est-à-dire la main gauche correspond à la partie de son imagination et la main droite contrôle la partie de la vraie vie, entre guillemets, où il est à la tonnerie dans laquelle il travaille. Hein. Peut-être aussi que ces types de jeux, hein, ces jeux à couloir, ces jeux qui ne sont pas des triple A, hein, qui sont des jeux indépendants, sont décotés par rapport à des jeux, voilà, je sais pas, du BioWare, etc., du Mass Effect, des jeux qui doivent en fait aussi suivre un cahier des charges hors jeu, extrêmement serré, hein, sinon des pertes financières pour les studios, etc., etc. Et peut-être que ces genres du coup décotés, peut-être gratuits d'ailleurs, sont aussi des laboratoires de recherche pour les créateurs et créatrices de ces jeux qui mettent, je pense, en avant l'engagement personnel de la joueuse. Hein, c'est ça en fait ce que j'appelle le care de la joueuse. Si on se fichait de la mort familiale, Edith Finch n'aurait pas d'impact sur les joueuses. Si on se fichait complètement de ces personnages, du suicide impromptu de sa meilleure amie, on n'en aurait rien à faire de Doki Doki, on dirait bah ok d'accord c'est un jeu un peu rigolo ou un peu ah bah tiens il y a une surprise. C'est pas la réaction de beaucoup d'internautes, c'est pas la réaction en tous les cas qu'on peut voir sur Steam. En tous les cas je vous remercie d'avoir écouté ma communication et me tiens prête pour vos questions. Merci beaucoup.